Bonjour à tous, il est 15h01, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui du coup nous allons écouter Frédéric Pitre. Frédéric Pitre est biochimiste végétal et dirige actuellement le laboratoire de biologie végétale de l'environnement à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal, qui est localisé au Jardin botanique de Montréal. Il est titulaire d'un bac, donc une licence de biologie, et d'une maîtrise en biochimie végétale de l'Université de Laval. Il a par la suite effectué un doctorat en chimie-biologie à AgroParisTech, sous la direction des professeurs John Mackay et Catherine Lapierre. Sa thèse a porté sur l'allocation des ressources carbonées dans le bois avec un intérêt particulier sur la lignine. Il a par la suite effectué deux post-doctorats, un premier à l'Institut agricole Rothamsted Research, associé à l'Imperial College de Londres, pour travailler sur les bases génétiques de la récalcitrance de la paroi secondaire à sa conversion au bioéthanol, et par la suite revenu à Montréal pour faire un second postdoctorat à l'Université de Montréal portant sur la phytorémédiation, avant d'obtenir un poste de professeur-chercheur au Jardin botanique à l'Université de Montréal en 2012. Ses travaux ont été reconnus par plusieurs bourses et prix, notamment du CRSNG, FRQNT et l'Union internationale de conservation de la nature, ainsi que le gouvernement du Québec, qu'il a identifié comme ayant fait une découverte de l'année en 2021. Ses intérêts sont variés et portent sur les relations plantes-environnement, notamment pour comprendre les mécanismes biochimiques et moléculaires impliqués dans la réponse des végétaux à des contaminants et le développement des technologies vertes. Frédéric, je vous laisse la parole. Bien, merci de cette introduction. C'est très apprécié. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que... Attendez un petit peu, on dirait que ça ne change pas. Faut faire exprès. J'espère que tout va fonctionner correctement. Donc, comme on l'a dit, je suis chercheur et professeur à l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est localisé sur le site du Jardin botanique de Montréal. Donc, c'est un institut qui est centenaire. C'est considéré comme un des plus vieils instituts toujours en activité au Québec. Auparavant, ça s'appelait l'Institut botanique de Montréal. Puis, pour faire un peu d'annonce. Sachez que le Jardin botanique de Montréal est le deuxième plus grand au monde, après celui de Kew, qui est localisé à Londres, pardon. Puis, dès sa fondation, ça a été une union entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal qui supporte financièrement l'Institut. Puis, on poursuit les activités de recherche depuis ce moment-là. En ce moment, l'Institut compte 20 professeurs, chercheurs réguliers qui dirigent chacun leur propre laboratoire, qui vont des sujets qui touchent de près ou de loin à la biologie végétale. Donc, il y a des collègues qui travaillent sur des problématiques environnementales, d'autres en entomologie, d'autres en génétique moléculaire, d'autres en développement, d'autres en systématique. Donc, il y a plein de choses différentes qui sont conduites à l'Institut. En ce moment, on estime à plus de 200 personnes équivalentes temps plein qui sont employées par l'Institut. Donc, ça vous fait une moyenne d'une dizaine environ de membres dans chacun des laboratoires. Puis, c'est à tous les niveaux de formation, que ce soit des études de premier, deuxième ou troisième cycle, mais aussi en incluant des professionnels, des assistants et des chercheurs postdoctoraux. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui constitue, je dirais, peut-être les trois quarts des activités de mon laboratoire et ça porte sur la réhabilitation environnementale. En particulier, puis pourquoi je le fais, on se concentre sur la réhabilitation de sols contaminés. Donc, j'ai fait ici une série d'impressions d'écran là, sur différentes coupures de presse, des nouvelles, sur la problématique et les problématiques associées à la gestion des sols contaminés au Québec, en Amérique du Nord, mais c'est la même problématique, je dirais, mondialement. Donc, au Québec, euh, une carte du Québec ici, il y a des milliers de sites qui sont contaminés. Ceci, en fait, c'est seulement les sites qui sont sous la responsabilité de l'État du Québec. Donc, ça exclut les sites qui sont sous responsabilité. Puis, c'est estimé à un passif environnemental qui est d'environ 10 milliards de dollars, donc la réhabilitation de ces sites-là. Il faut savoir que c'est très coûteux, la réhabilitation des sites contaminés. Puis ça peut aller rapidement de
mes estimations sont en dollars canadiens, là, mais donc on peut faire pratiquement un lien direct en euros. Ça peut aller d'environ 20 la tonne pour des sols faiblement contaminés avec des éléments traces métalliques, mais ça peut rapidement dépasser plus de 1000 pour des contaminants organiques comme des BPC, des dioxines et des furanes. Petite information utile, là. Une tonne, c'est 1000 kg de sol, puis on estime que c'est environ 1 mètre cube. Donc, 1 mètre cube, on peut imaginer un terrain de football, une ancienne raffinerie, une ancienne usine. On atteint rapidement des volumes gargantuesques de sol. Donc, c'est des coûts qui sont faramineux. Puis, ce qui cause un problème où il y a un laisser-aller ou alors le choix par les propriétaires de ces terrains-là d'une alternative qui est peu coûteuse mais qui ne règle pas le problème, que l'on appelle en anglais le dig and dump, c'est-à-dire une excavation des sols, le transport vers un site qui est autorisé ou partiellement autorisé, et puis on oublie la problématique et le site est considéré comme étant décontaminé parce que les sols contaminés ne sont plus là, mais on s'entend pour dire que ça ne règle pas le problème, ça le déplace. Une petite note qui n'est pas sur la diapo aussi, c'est qu'il y a deux types de contaminants. Il y a les éléments traces métalliques, ce qu'on appelait autrefois les métaux lourds, donc le plomb, le zinc, le cadmium, l'arsenic, donc des éléments qui, s'ils sont sous leur forme la plus simple, ne peuvent jamais être transformés. Sinon, c'est littéralement comme transformer le plomb en or, c'est de l'alchimie. Donc, on ne peut que retirer la contamination du sol. Puis ensuite, il y a des contaminants que l'on qualifie d'organiques généralement, puis qui incluent souvent des chaînes carbonées que l'on peut réduire et ultimement dégrader, puis les transformer ou les briser en plus petites unités de CO2 et d'eau. Donc, on parle, par exemple, de résidus pétroliers, de HAP, mais aussi de beaucoup de contaminants dits émergents, par exemple des COV, des contaminants estrogéniques, des perturbateurs endocriniens, des médicaments, des drogues. Donc, tout ça, c'est des chaînes carbonées, puis probablement qu'il y a des possibilités de les dégrader en utilisant des processus biologiques. Donc, une option, en fait, qui est à l'étude dans mon laboratoire, puis dans d'autres laboratoires ailleurs dans le monde, c'est d'utiliser la phytoremédiation pour venir éliminer, extraire ou dégrader ces contaminants-là. Puis la phytoremédiation, en fait, tire profit des propriétés naturelles des plantes et des micro-organismes qui leur sont associés pour venir effectuer ces processus-là. Donc, il y a différents processus qui sont en place. On peut parler de phytoextraction pour venir extraire, par exemple, les éléments traces métalliques. On peut parler de phytovolatilisation pour transférer dans l'atmosphère certains contaminants volatiles. Mais il y a aussi des processus plus biologiques comme la phytodégradation, par exemple, où on vient tirer profit de l'activité biologique végétale et bactérienne et fongique pour dégrader des contaminants organiques. Puis ce que je vais faire dans la première partie de la présentation aujourd'hui, c'est justement vous donner quelques exemples de projets que l'on a fait dans mon laboratoire et en collaboration avec des collègues dans les 10-12 dernières années où on a tiré profit de de certains de ces processus-là pour réhabiliter des sols contaminés. Un site contaminé, ça peut ressembler à ça. Donc, c'est malheureusement des sites qui ne sont pas très aptes à la végétation par défaut. C'est des situations où il y a peu de matière organique, où les sols sont généralement très compactés, très minéralisés, sont alcalins, donc un pH élevé. Puis ça, c'est négatif en ce qui concerne la mobilité des contaminants dans le sol. C'est souvent très mal drainé et c'est très hétérogène. Donc, une contamination sur le site d'anciennes activités industrielles, c'est souvent des zones avec des contaminants qui sont mixtes, par exemple un déversement, d'autres, une partie d'activité industrielle, etc. Ce qui fait que sur un même site à réhabiliter, on considère que c'est très, très hétérogène, puis on est en présence d'une contamination mixte.
Puis quand on souhaite faire de la phytoremédiation, il y a deux grands choix en fait, il y a un choix avec deux options qui se présentent à nous, à savoir quelle plante utiliser pour venir tenter de solutionner ce problème-là. Première option, c'est l'utilisation de plantes dites hyperaccumulatrices. Donc, c'est des plantes qui ont évolué, qui se sont adaptées de façon naturelle à des environnements qui contiennent des concentrations d'éléments traces élevées, puis qui ont la capacité qui est assez rare d'hyperaccumuler dans leur tissu des concentrations importantes. On parle de souvent plus de 10% de leur poids sec qui peut être considéré qui peut être constitué d'un élément en particulier. Mais il y a très peu d'espèces qui existent. On en a dénombré environ 400 dans le monde. Puis c'est souvent des plantes qui produisent peu de biomasse et qui vivent naturellement là, sur des affleurements rocheux. Il y a quelques cas d'exception. Par exemple, il y a des arbres en Nouvelle-Calédonie qui hyperaccumulent le nickel, mais disons que c'est limité comme option et il n'y a pas d'espèces connues au Canada. Donc, l'option que l'on a développée, puis sur laquelle on se repose pour pratiquement tous nos projets, c'est l'utilisation de plantes à croissance rapide. Puis on parle ici, par exemple, de saules à croissance rapide, de peupliers à croissance rapide, des peupliers hybrides ou d'autres espèces qui ne sont pas ligneuses, qui sont annuelles, mais qui ont une production de biomasse rapide. Puis pourquoi? En fait, c'est que comme c'est souvent des espèces que l'on appelle de début de succession végétale, leur implantation puis leur établissement est généralement très facile. Comme sont très compétitrices, elles vont rapidement coloniser le sol, vont développer un système racinaire qui va être dense, ce qui permet d'extraire plus de contaminants rapidement. Puis il y a un bénéfice secondaire, c'est qu'ils vont avoir un impact immédiat sur le paysage. Donc, on a fait plein de projets à différentes échelles avec des partenaires en pot, à des niveaux pilotes, en serre, sur le terrain, dans des sites expérimentaux. Puis, notre espèce favorite, c'est les saules à croissance rapide. Donc, ça, c'est un site qui est en activité sur le long du fleuve Saint-Laurent, donc dans la ville de Montréal. Puis, ça présente bien ce à quoi peut ressembler une plantation pour traiter des eaux usées. Donc, on utilise des saules arbustifs. Donc, on ne parle pas ici de saules pleureurs, là, les grands arbres qu'on a souvent dans notre imaginaire quand on parle des saules, mais c'est des plantes qui produisent beaucoup de biomasse en très, très peu de temps. Puis, il existe des milliers de variétés sur la planète. Dans les années 70, lors de la première crise et le premier choc pétrolier, il y a tout eu des programmes de production de biomasse qui ont été mis en place, puis ça a amené la création de milliers, en fait, d'accessions, puis d'hybrides et de croisements de variétés de saules et de peupliers qui ont été développés pour la production de bioénergie. Donc, à l'époque, c'était remplacer le charbon par la biomasse, mais on a conservé ces variétés-là, puis elles ont été développées pour produire énormément de biomasse, puis c'est ce dont on veut tirer profit pour la phytoremédiation. Donc, je vous présente un cas de phytoextraction. Donc, ce projet-là, en fait, c'est une bretelle d'autoroute, encore là, située sur l'île de Montréal, où on a voulu tester, disons, le potentiel de différentes espèces, puis dans quelle mesure elles peuvent changer le microbiome du sol. Donc, on sait que les plantes accumulent les contaminants. Donc, dans ce cas-là, on parle d'étain, de plomb, de cadmium, de cuivre aussi, qui était dans le sol. Mais on s'est posé la question dans quelle mesure les plantes viennent recruter des communautés de bactéries dans le sol et dans quelle mesure ces bactéries-là sont spécifiques à chacun des contaminants dans le sol, même au sein d'un même site, donc à très petite échelle. On a bien mis en évidence qu'il y a vraiment des espèces qui sont spécialisées, d'espèces de bactéries, pardon, qui sont spécialisées aux contaminants locaux dans le sol, puis qu'elles sont associées à la fois aux peupliers,
au saule et au tournesol qui ont été plantés sur ce site-là. Donc, le site est encore en production, l'expérience continue encore pour des années, puis c'est seulement à la fin qu'on va mesurer les quantités d'éléments traces qui vont avoir été accumulés dans la biomasse pour calculer dans quelle mesure la décontamination a été efficace. Ensuite, je vais vous donner un exemple de phytovolatilisation. Donc, ici, une photo de mon collègue qui était chercheur postdoctoral, mais qui est maintenant rendu professeur à l'Université de Milan. Puis, dans ce cas-là, on a choisi en fait, la problématique à laquelle on faisait face, c'était le site d'une ancienne raffinerie de pétrole qui est localisée tout près, encore là, du fleuve Saint-Laurent. Puis, à cause de ça, en fait, la nappe phréatique est très, très, très haute. Donc, aussitôt que l'on creuse dans le sol, qui est encore là, comme vous voyez, très minéral et de très faible qualité, ben, littéralement, les trous se remplissent d'eau. Donc, Werther a eu l'idée d'utiliser des longues tiges de saule de 3 mètres, puis d'induire en fait la formation de racines dans le bas, là, dans les bacs. Là. Donc, par terre, il y a environ 30 cm de sol qui ont été mis, puis il y a des racines qui ont été induites. On a fait pousser pendant quelques mois les longues tiges, puis on a avec des foreuses, fait des puits. Puis les longues tiges ont été insérées dans les puits qui étaient remplis d'eau avec les racines seulement dans le fond. Puis ce qu'on a observé, c'est malheureusement des taux de survie d'environ 50%. Donc, les couleurs ici ne sont pas vraiment importantes. C'est des variétés et des traitements qu'on a étudiés. Mais globalement, après, disons, 2-3 mois, environ 50% des saules n'avaient pas survécu. On s'est posé la question pourquoi, puis on a analysé les COV qui étaient présents dans l'eau échantillonnée. Donc, les COV, c'était les contaminants principaux dans le cas de ce projet-là. Puis on a été encouragé de voir que dans le cas lorsque les plantes étaient demeurées vivantes, donc pendant plus long que la durée de l'expérience et au moment de l'échantillonnage, il n'y avait que des traces de COV qui étaient encore présentes dans l'eau. À l'opposé, dans le cas des plantes mortes, ben, il y avait encore des concentrations importantes de COV dans l'eau, dans les puits. Donc, on assume qu'il y a eu un effet biologique. Ça peut être microbien ou alors l'activité des racines dans la solution aqueuse. On n'a pas identifié le processus encore. On n'a pas réussi à déterminer pourquoi les plantes étaient mortes. Notre première hypothèse, c'était que c'était une situation d'anoxie, donc ça avait provoqué la mort par manque d'oxygène. On a fait des expériences en parallèle où on a fait barboter de l'air dans les puits, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, on n'a pas de conclusion concrète, mais on sait que les plantes ont stimulé une certaine biodégradation des contaminants. Ensuite, je vais vous donner un exemple avant d'arriver dans la partie valorisation d'un autre projet où j'ai eu la chance, avec d'autres collègues, d'avoir un projet d'environ 10 millions de dollars qui a duré sur plusieurs années, qui s'appelait Génorem, puis dont le but était justement d'étudier les différents processus en place dans un contexte de phytoremédiation. Donc, ça réunissait des chercheurs, des étudiants gradués qui étaient spécialisés en écologie microbienne, en sol, en écophysiologie végétale, des juristes, des politiciens, des sociologues, des éthiciens. Donc, l'objectif du projet était de suivre le processus complet de la phytoremédiation puis d'essayer de comprendre quels sont les freins à son adoption à plus grande échelle au niveau mondial. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un projet qu'on a fait qui nous a permis d'aller loin dans notre compréhension des processus qui sont en place. Donc, on a mis en place un essai, encore là sur le même site qui était près du fleuve Saint-Laurent, où on a comparé en fait les réponses moléculaires de 11 cultivars de saule qui ont été établis là, dans un dispositif statistiquement solide là, pour essayer de déterminer quelles sont les différences et
les processus qui sont partagés entre les variétés, sur un sol qui avait une contamination mixte, donc des éléments traces, mais aussi des BPC, des résidus pétroliers, des HAP et des composés organiques volatiles. Mais le principal contaminant était des résidus pétroliers à des milliers de ppm, donc qui dépassaient de quelques centaines de fois les normes là, pour une utilisation industrielle d'un tel site. Donc, on a mis en place une expérience qui comparait différentes variétés de saules. On a suivi leur développement sur 3 ans, donc ça c'est après la 4e année. On a mis en évidence qu'il y a des effets de la contamination puis une réduction significative de la biomasse qui est produite. On a ensuite utilisé des outils de séquençage et de méthodes de transcriptomique. On a séquencé les transcriptomes complets de toutes les variétés en place, donc dans les feuilles, les tiges, les racines. On a fait une analyse bioinformatique afin de voir quels sont les processus qui sont altérés dans le contexte de phytoremédiation. Puis, bon, c'est pas critique en ce moment de voir qu'est-ce qui est représenté ici, là, mais c'est qu'on a identifié 2 transcrits dont les niveaux d'accumulation étaient les plus affectés par la contamination, puis qui étaient hautement significatifs dans toutes les variétés testées. Donc, il y en a 2, donc la thiamine-thiazole synthase. Ça, c'est un enzyme qui est impliqué dans la détoxification de xénobiotiques par des organismes vivants. Puis, il y a aussi la rubisco-activase qui, elle, a vu ses niveaux de transcrits réduits. Donc, on s'en doute, là, ça signifie qu'il y a une réduction de l'activité photosynthétique puis une réduction du carbone associé. On a ensuite poussé la logique plus loin, puis on a fait une approche de méthode transcriptomique. Donc là, on s'est concentré dans le sol, puis on a en gros séquencé tous les gènes qui étaient différentiellement exprimés dans un échantillon de rhizosphère, que ce soit des plantes, des champignons, les animaux, les bactéries. On a regardé tout ce qui était différentiellement accumulé en réponse à la contamination. Puis là, on a une surprise, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une surprise. Disons, d'un point de vue de biologiste végétal, c'est décevant, entre guillemets, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peu de changements dans les gènes des plantes en réponse à la contamination. Puis que la majorité des changements étaient associés aux micro-organismes du sol. Donc, il y avait un changement important dans les transcrits associés à des champignons et aux bactéries. Puis malheureusement, il y en a beaucoup, et ce sont la vaste majorité de ces transcrits-là, qui même avec un processus d'annotation très performant, il y a seulement une partie des transcrits dont on connaît l'identité. Donc, on est en mesure, en fait, avec ces projets-là, de regarder ce qui se passe dans les plantes, dans le sol, dans les bactéries. On a un assez bon portrait maintenant de ce qui se passe. Puis lorsqu'on compare ce qui se passe dans les bactéries et dans les racines, en utilisant une approche par réseau ici, on a mis en évidence qu'il y a des processus opposés, en fait, qui sont induits en réponse à la contamination. Donc, c'est ce qui est illustré par le rouge, c'est lorsqu'il y a des voies métaboliques qui sont activées chez les plantes, elles sont réprimées chez les bactéries et vice-versa. Donc ça, c'est un exemple d'une partie du site là, entre un secteur qui était non planté, hautement contaminé, puis le secteur qui a été planté 4 ans après la plantation. Donc, il y a un processus de revégétalisation et de biodégradation qui est en place. Je vais aller rapidement sur une application concrète que l'on fait. On a fait plusieurs projets en conditions contrôlées. Là, on parle de blocs expérimentaux, de réplicas, et qui sont peu visuellement attrayants. Alors, on a eu un mandat avec la Ville de Montréal pour mettre en place un projet de réhabilitation de sites, mais dans un contexte plus près des citoyens. Donc, on s'est associé avec des chercheurs de l'École d'architecture du paysage afin de mettre en place un dispositif qui est à la fois scientifiquement solide et à la fois attrayant. Donc, on a eu un processus de consultation, on fait des rencontres sur les sites, des visites, des choses comme ça. On a choisi plusieurs espèces, puis on a mis en place le dispositif en fonction des contaminants sur le site, mais aussi en ayant des objectifs esthétiques. Parce qu'il y a des sentiers qui ont été mis en place, il y a des bancs et des choses comme ça. Donc, on encourage les citoyens à se réapproprier cet endroit-là.
je vais aller rapidement pour vous dire que l'on a fait différents projets aussi où on a utilisé des plantations de saules pour traiter des eaux usées et des lixivias. Puis ça, c'est très efficace parce que pour les plantes, des eaux usées, c'est très riche en nutriments, donc sont très efficaces pour les traiter. Puis, voici ma question principale, en fait, pour faire la dernière partie de cette présentation-là. Si on se fait souvent poser la question, qu'est-ce que vous faites avec la biomasse qui est produite? Puis, disons, en corollaire, on se pose nous-mêmes la question, est-ce qu'on peut rendre la phytoremédiation rentable? Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec la quantité de biomasse qui est produite, qui est souvent faite de façon durable pendant plusieurs années, puis qui évidemment est impropre à la consommation humaine. Donc, il y a un concept qui a été développé là, par des collègues, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le concept de phytogestion, c'est-à-dire de gérer la production durable de biomasse tout en conduisant des objectifs de phytoremédiation. La première chose que l'on peut faire, c'est de brûler la biomasse puis de remplacer du charbon par de la biomasse. C'est déjà fait dans plusieurs pays du monde, mais il y a peu de valeur ajoutée à faire ça. On sait que certains stress peuvent induire des changements métabolomiques. Donc, on a ici une photo qu'on a prise là, entre des saules dont on a enlevé l'écorce, qui ont poussé dans un projet de phytotraitement dont je vais vous parler dans 10 secondes, entre les contrôles et ceux qui ont reçu des eaux usées. On observe vraiment que la formation de composés qui sont de couleur rouge, puis sont probablement des composés phénoliques oxydés. Je vous apprendrai rien en disant que les composés phénoliques se retrouvent dans beaucoup d'applications. Les saules, donc c'est le genre Salix, sont utilisés mondialement, en fait, dans la pharmacopée traditionnelle pour leur potentiel thérapeutique. Donc, les saules, Salix, acide salicylique, c'est la base de ce qui a mené à la découverte de l'aspirine. Puis, on sait que les saules ont une très grande diversité de composés phénoliques d'intérêt. Puis, ça nous a posé la question de savoir est-ce qu'on peut valoriser ces bioproduits-là dans un contexte de phytoremédiation. Donc, ça, c'est une intégration théorique de biomasse qui serait basée sur la phytogestion. Donc, il y a des valeurs économiques qui peuvent être captées dans chacune des étapes. Donc, la décontamination, la phytoremédiation, le site qui prend de la valeur foncière, etc. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut réellement est-ce que économiquement, c'est réel d'utiliser ce modèle-là pour le développement d'un nouveau concept que l'on appelle la bioraffinerie? Il faut savoir que la majorité de la chimie mondiale est basée sur les raffineries pétrolières comme intrants. Puis un concept là, dans le milieu forestier qui émerge, c'est d'utiliser des sources renouvelables de biomasse comme intrant principal pour la production de bioproduits. Donc, dans l'introduction, il a été mentionné là, que mon laboratoire a eu un prix pour une découverte de l'année. Donc, c'est ce projet-là dont je vais vous parler en ce moment. En fait, c'est beaucoup le projet de Esther Sass, qui était une ancienne étudiante au doctorat sous ma direction, qui a mis en place là, les différentes choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je reprends ces photos et ce schéma-là. Donc, en banlieue de Montréal, dans un contexte agricole, il y a une expérience où on a irrigué des plantations de saules avec des eaux usées primaires. Donc, qu'est-ce que c'est des eaux usées primaires? C'est carrément l'eau des toilettes qui, au lieu d'aller dans une usine de traitement, a été réorientée vers la station de phytotraitement, puis qui ont servi à être filtrés par la plantation de saules. Puis dans le cadre de ce projet-là, pardon, on a tenté de optimiser chacune des étapes disons, des sources de revenus associées à la phytogestion. Donc, ce que l'on a fait, en fait, c'est, je vais montrer ici, la diapo n'est pas bonne place, mais globalement, on a comparé la biomasse qui est produite entre les saules qui ont reçu de l'eau
donc de l'eau potable, versus des eaux usées. Puis, on voit qu'il y a pratiquement 3 fois plus de biomasse qui est produite dans un contexte de phytofiltration. On a regardé dans les cycles ce qui se passait, puis il y a seulement des petites différences là, qui ont été identifiées, là, mais c'est un peu mineur dans le grand projet. Ensuite, on a mis en place un processus de métabolomique non ciblé. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai fait de la métabolomique puis de la phytochimie pendant mon doctorat, mais j'en avais pas refait pendant 10 ans. Je m'étais consacré beaucoup plus à une approche génomique, transcriptomique et bioinformatique. Donc, on a adopté des outils qui existent basés sur un pipeline que l'on avait déjà développé en bioinformatique qui s'appelle Anchor, qui est publié, que vous pouvez aller voir, où on a intégré d'autres packages. Ce qui fait qu'on a abordé la métabolomique d'un point de vue vraiment, je dirais, sans biais. Là. On a approché ça comme si chaque feature, chaque pic d'un chromatogramme était un transcrit. Puis, on a adapté notre approche avec des outils qui existent, là, comme EbzenMind, Sirius, GNPS, différents packages, et tout a été fait dans R. Donc, la première chose que l'on a pu observer, en fait, c'est qu'il y a vraiment une distinction. Puis, si vous regardez la PCA en haut à gauche, il y a vraiment une distinction entre les arbres qui ont été produits dans une contention contrôle versus le traitement avec les eaux usées. Donc, lorsqu'on regarde le profil de l'ensemble des pics et des métabolites qui sont différents un versus l'autre, il y a clairement une différence. Puis la majorité, en fait, des métabolites qui sont significativement différents dans les deux conditions sont réduits en situation de traitement avec des eaux usées, qu'il n'y en a qu'une petite partie seulement dont les contenus sont augmentés en réponse au traitement des eaux usées. Donc, il y a seulement 14 métabolites là, qu'on a été en mesure d'identifier comme étant spécifiques à la présence d'eau usée. Donc, on peut faire des comparaisons de fold change des contenus en ces différents métabolites-là. Puis, on a observé qu'il y avait vraiment deux groupes qui se distinguaient là, en faisant des réseaux. Donc, il y a des flavonoïdes et des lignans. Puis que parmi les lignans qui étaient parmi les flavonoïdes qui étaient récemment accumulés de façon plus importante en conditions de eau usée, il y avait le glabérène, entre autres. Puis ça, c'est un agent qui est potentiellement thérapeutique parce que c'est considéré l'équivalent d'un phytoestrogène, puis il y a des actions associées à la sérotonine. Donc, on était en mesure, en fait, de faire la démonstration dans ce projet-là que chacune des étapes, il y a un gain financier qui est important lorsque l'on choisit de traiter les eaux usées avec une plantation de saule plutôt que de les traiter là, de façon traditionnelle. On peut augmenter nos revenus pour la production de matériaux, de biomasse qui peuvent être utilisés pour la production d'énergie. À la fois, on peut optimiser la production de composés plateformes. Puis, il y a certains métabolites vraiment spécifiques à très haute valeur ajoutée qui se retrouvent en concentration beaucoup plus importante lors d'une production dans un contexte de phytofiltration. On a, avec un autre étudiant en doctorat, fait une analyse de cycle de vie, de durabilité du procédé. Puis ce qu'on a mis en évidence, en fait, c'est que sur tous les points, il y a un avantage important pour l'environnement associé à la phytofiltration des eaux usées. Qui est le seul point, en fait, qui est négatif, c'est que l'on a besoin de plus d'espace, donc les terrains nécessaires à une plantation de saule pour la phytogestion sont plus importantes qu'une usine de traitement des eaux usées, mais que globalement, le gain est très important. Donc, je vais conclure ici pour vous dire qu'il y a évidemment des désavantages des phytotraitements. C'est assez nouveau, donc on parle de maximum 20 ans depuis que l'on fait des projets comme ça. Dans tous les cas, ça demande plus de temps que de seulement excaver du sol et en disposer. Donc, si on veut décontaminer un sol, il faut laisser le temps aux plantes de faire leur travail. Et ce n'est pas un travail qui est garanti. Je veux dire, dans aucune façon, je peux signer un contrat garantissant l'efficacité d'une plante. Il suffit qu'il y ait une tornade pour que rien ne fonctionne. Par contre,
il y a de nombreux bénéfices. On a fait la démonstration que ça fonctionne. On considère que c'est des technologies à faible impact pour l'environnement parce qu'il y a à peu près peu ou pas d'intrants. Puis, c'est fait directement sur les sites. Il y a des bénéfices secondaires comme la stimulation de la biodiversité, peu d'émissions en GES, un effet esthétique rapide. Puis, ultimement, ben, on croit qu'il y a des avantages économiques à prendre ces options-là plutôt que les options traditionnelles. Donc, je reviens sur la question initiale, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'utiliser des propriétés des plantes et des micro-organismes pour solutionner des problématiques environnementales et être rentable? Je vous laisse votre propre opinion, mais nous, on pense que oui. Donc, quelques photos de mes étudiants au doctorat, mes stagiaires postdoctoraux. Ceci conclut ma présentation pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été un peu dans le temps, un peu plus long. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Oui, Johan, vous avez une question? Bonjour, Johan de Crane, merci pour cette bien belle présentation. J'avais une question concernant votre site pétrolier. Ouais. Si je me souviens bien, la publication est de 2016. Est-ce que vous avez continué à regarder l'évolution de l'écosystème et c'était complexifié et si les zones Deux choses. Ouais. qui étaient non croissantes commençaient à croître maintenant qu'elles étaient un peu moins polluées? Oui, je peux vous répondre. Donc, oui, c'est ça. En fait, le projet a duré de 2013 à 2020. Donc, on a continué de faire un suivi de ce site-là. Donc, oui, au début, la mise en place a été lente. Donc, l'effet au début est limité par le temps d'établissement des arbres sur les sites. Mais une fois que ça démarre, ça va bien. À un point tel que le site a été, comment je dirais, considéré décontaminé par le propriétaire, en fait par les instances gouvernementales, et que le propriétaire a vendu le site, puis le site est maintenant construit pour une autre usine là, associée à la production de biocarburants. Donc, le projet a été, comment je dirais, considéré un succès. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Là, on a fait un suivi il y a d'autres publications plus récentes par d'autres étudiants qui ont suivi d'autres étapes. Là. Mais oui, on l'a suivi jusqu'en 2021. Je vois qu'il y a aussi une question de Florian. Allez-y. Oui, bonjour, Florian Chimarin de l'Université de Lille. Donc, je suis enseignant-chercheur en génie des procédés. Merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Il se trouve que j'ai travaillé aussi un peu au Canada sur la valorisation de biomasse contaminée en bioraffinerie au Québec avec Jean-Michel Lavoie. Je ne sais pas si ça vous parle. Je connais très bien, oui. Oui. Du coup, j'avais deux questions. C'est passé un peu vite parce que c'était pas le cœur de la présentation. Vous avez parlé à un moment que vous valorisiez donc les saules de courte rotation en charbon, en char. Ouais. Ça a été étudié. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que vous avez une idée de la teneur en métaux dans ces chars-là? Parce que vous avez parlé qu'il n'y avait pas trop de valeur ajoutée. Moi, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur l'utilisation des chars riches en métaux pour la catalyse, par exemple. J'ai trois choses à répondre à cela. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'était production de saule pour remplacer du charbon dans un contexte non contaminé. Donc, la biomasse qui est directement utilisée, là, les résidus de bois pour remplacer du charbon. Donc, c'était la première chose. Dans mon labo, on ne fait pas de biochar. Puis, je ne pouvais pas vous répondre sur les quantités en métaux qui se retrouvent dans les chars disons, après leur conversion en biochar. Par contre, il y a un plateau à la quantité de métaux que les plantes peuvent accumuler. Donc, puisque vous avez travaillé avec Jean-Michel, vous savez qu'il a travaillé avec Enerkem beaucoup. Donc, c'est pour le bénéfice de vos collègues. C'est une entreprise qui fait des biocarburants, puis il y a différentes grandes usines un peu partout dans le monde. Puis eux ont un procédé qui permet en fait de vraiment de fractionner
la biomasse, puis de séparer la présence d'éléments traces métalliques qui ne se retrouvent pas dans le biochar ou dans la biomasse qui est convertie pour autre chose. Donc, c'est plus une réponse indirecte que je vous donne, à savoir qu'il y a comme une séparation des métaux du reste des composés de la biomasse. Puis finalement, vous avez parlé de catalyse, de biochar qui contiennent des métaux. C'est en dehors de mon expertise. Je ne suis pas au courant de ces projets-là. Là. Parce que j'ai des collègues justement qui cherchent des fois des biochars riches en métaux. Et j'ai une deuxième question, c'était sur... j'ai vu apparaître très furtivement l'éthanol cellulosique. Du coup, comme j'ai travaillé avec Jean-Michel, c'est pour ça que j'en parle. Moi, je travaillais sur un projet où on cherchait donc à transformer de la biomasse contaminée donc en éthanol par fermentation, et on avait des problèmes que ça marchait pas parce que la biomasse était trop contaminée, en particulier avec des antifongiques, donc les levures elles fermentaient pas, il fallait pré-traiter. Et là, est-ce que vous avez remarqué, vous, les influences de la contamination des plantes ou du changement de la composition des plantes sur l'efficacité des procédés fermentaires, par exemple? C'est une très bonne question. Puis, c'est drôle, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai fait ça pendant des années moi-même. J'ai eu des étudiants qui ont fait leur doctorat là-dessus. Puis, pour contourner la chose, nous, on utilise de la biomasse sèche. Puis, on n'a pas eu de contamination par des champignons dans la biomasse qu'on a utilisée. Donc, il n'y avait pas d'effet d'inhibition. Ça, c'est la première chose. Puis après la deuxième partie de votre question, c'était quoi déjà? Vous pouvez me le rappeler? C'était sur les procédés fermentaires, parce que est-ce qu'on se retrouve avec, par exemple, des milieux dans les hydrolysats qui peuvent être enrichis en... là, vous avez parlé de métaux lourds, donc je pense à des métaux lourds, mais est-ce que c'est pas toxique pour les micro-organismes qu'on souhaite mettre en œuvre dans les bioraffineries qui valorisent ces biomasses? Oui. Donc, c'est ça. Ce que j'avais commencé à dire tantôt, c'est que oui, il peut y avoir, en tout cas, dans nos expériences, là, je ne veux pas... J'imagine que je ne peux pas répondre dans tous les cas de figure, mais dans les projets que l'on a fait, nous, disons, les contenus en métaux sont rarement très élevés. Par exemple, on peut parler d'une dizaine de microgrammes par kilogramme de cadmium, de plomb, peut-être une centaine de zinc, par exemple. Puis c'est pas suffisant, en tout cas dans nos expériences, ça n'était pas suffisant pour altérer aucun processus biologique. Je ne sais pas quelle était la contamination sur laquelle vous avez travaillé qui a causé des problèmes. En fait, c'était pas des biomasses qui servaient en phytorémédiation, c'était des biomasses qui étaient contaminées de base, type parce que c'était traité aux antifongiques, comme des traverses de chemin de fer, des poteaux électriques, des poteaux téléphoniques, etc. Donc dans là, ces cas-là, c'est clairement beaucoup plus... très azote et tout. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des composés il y avait des composés chlorés que vous montriez. Donc, est-ce que... Donc, oui, c'est ça. C'est sûr que le biomasse dont vous parlez, ils ont été designés pour résister à l'activité biologique. Donc, c'est autre chose, on n'a jamais fait de la conversion de ces biomasses-là. On a fait de la phytodégradation de pentachlorophénol, de dioxyde et de dioxine, et de furane, avec des résultats, je dirais, moyens. Mais la biomasse, là, pour la conversion qu'on a utilisée, la fermentation, la saccharification, c'était peu contaminé et seulement avec des métaux. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée? Sinon, moi, j'en ai une petite. C'est juste, du coup, les plantes à croissance rapide dont le sol, elles n'accumulent pas du tout les contaminants. Non, elle les accumule de façon significative. Donc, peut-être que je n'ai pas été clair, là, mais la stratégie globale, lorsqu'un site est contaminé avec des métaux, c'est de traiter un grand volume de sol dilué, puis de les concentrer dans un plus petit volume de biomasse aérienne. OK, d'accord. On peut imaginer quelques milligrammes par kilogramme de sol, mais comme il y a des dizaines d'hectares, puis ces quelques milligrammes-là sont supérieurs aux normes pour utiliser le site pour une autre application. Mais comme c'est sur une très grande quantité, un très grand volume, on peut les concentrer 10 ou 100 ou 1000 fois dans la biomasse, retirer cette biomasse du site et faire des cycles d'extraction comme ça.
Ok. Et justement, concernant les sites, j'ai eu l'impression que dans vos différentes expériences, c'était souvent près du fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des contaminants spécifiques à cette zone ou pas? Enfin, je sais pas si vous êtes intéressé à ça. Je dirais que c'est juste un hasard de l'échantillon Ah, des ok. projets que je vous ai présentés, Ok. parce qu'il y en a comme 2 des projets qui étaient avec le même partenaire, Ah, d'accord. qui avait son site prêt, mais on a fait à grandeur du Canada, là, on a fait des projets, même en Ah, Chine, en Italie aussi, donc on a fait des projets ailleurs dans le monde, là. ah, super. Très bien. Joanne, vous venez de relever la main. Vous avez une autre question, peut-être? Oui, en fait, c'est Ah, par pure curiosité. Est-ce que vous avez estimé la superficie nécessaire pour décontaminer, par exemple, les eaux ménagères de la ville de Montréal? Peut-être pas de la ville de Montréal. Donc oui, on a fait ça. Puis je ne sais pas par cœur. Alors, je vous conseillerais d'aller voir la publication de Noël Fagoaga qui a été faite à la fin de 2024, qui a fait ce travail-là. Euh, la ville de Montréal a la 2e plus grande usine de traitement des eaux usées au monde. Donc, la plupart des cas de figure au niveau mondial, c'est beaucoup de petites usines délocalisées, mais à Montréal, il y a une grande usine parce que Montréal est une île, donc c'est un peu un contexte différent. Donc, ça serait impossible à traiter seulement par des plantations. Par contre, le modèle qui est le petit, avec un optimum, disons, dans la modélisation entre la superficie, les rendements et les coûts, c'est des installations délocalisées. Donc, des petites collectivités, des petits villages. Par exemple, en France, il y en a beaucoup de petites communautés qui auraient besoin seulement de quelques hectares pour traiter des centaines d'habitants. Donc, les chiffres, je ne les ai pas par cœur, là, mais on les a modélisés dans les publications, là. Donc, vous avez une idée de combien de quelle superficie il faudrait par personne ou par foyer moyen pour... Je ne veux pas vous donner un faux chiffre. En Non, plus, non, mais c'est on peut enregistré. estimer ça. Mais je vous conseille d'aller voir dans les publications, là, par cœur, je ne sais pas. On les a vraiment calculés de façon précise, là. D'accord, Mais c'est dans l'ordre du gérable. d'accord, C'est c'est ça pas qui est astronomique comme superficie, là. parfait. Merci beaucoup. Pour vous donner un exemple, le projet sur la publication sur laquelle j'ai présenté avec les photos là, de la plantation. Donc, on parle de quelques hectares. Donc, un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Puis, on parle de quelques hectares, puis on traite efficacement 30 millions de litres d'eau usée primaire par année. Euh, donc, ça vous donne une idée des volumes qui sont accessibles par hectare, ultimement. Puis on peut faire des équivalents habitants. Donc, tout ça est modélisable aisément, là. merci. Merci. Muriel, vous avez une question? Oui, bonjour. Nous, on a une question. Donc, on est Profilia, une start-up issue d'un laboratoire de recherche. Et nous, on se demandait si, en fait, la composition du sol en termes de polluants initial, ou alors, en tout cas, la composition en polluants des eaux usées dans ce cas-là, pouvait influencer les métabolites secondaires qui seraient extraits en fin de chaîne. Et si donc, potentiellement, le type de pollution allait influencer le type de réponse, en fait, de la culture, là, en l'occurrence, le sol. Et est-ce que ça engendrait derrière une modification des métabolites secondaires? Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des molécules finales qui évoluent soit en quantité, soit en diversité, en fonction de la pollution ou de la quantité de polluants qui peut être absorbé par les plantes? Donc, en gros, oui. Puis c'est l'hypothèse sur laquelle nous, on travaille, puis qui a été à la base de plusieurs projets, là. Donc, sur la photo que vous avez devant vous, on voit Esther Sass, on voit Adrien Frémont, on voit Ahmed Gerbi, on voit Nicolas Brereton. Donc, c'est tous des gens dont les projets de doctorat et de postdoctorat ont attaqué la question dont vous parlez. Donc, Adrien a travaillé sur la contamination à l'arsenic et l'induction de métabolites spécifiques à la réponse à l'arsenic. Ahmed a fait la même chose dans un contexte de conversion de la biomasse et de saccharification et de bioéthanol, mais aussi d'autres bioproduits que ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, oui, ce que vous dites est probablement le cas. Puis la raison, c'est qu'il y a des mécanismes biologiques, je dirais, spécifiques qui sont induits à la présence de chaque contaminant initiaux. Donc,
indirectement, il y a des métabolites uniques qui peuvent aussi être produits. Mais l'hypothèse est attrayante, mais ce n'est pas si simple à étudier parce que malheureusement, il y a rapidement des freins technologiques, puis même la notation là, des métabolites qui sont identifiés, ce qui est difficile. Très bien, merci pour votre réponse. On suivra avec attention les travaux de thèse alors. Il y en a d'autres. Vous pouvez chercher, il y a d'autres choses que l'on a fait qui ont été publiées aussi. Là. Très bien, merci. Oui. Encore merci beaucoup, Frédéric. On va passer à la conclusion. Encore merci pour cette présentation. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter le webinaire du prochain mois. Donc, le mercredi 7 mai, on aura le plaisir d'accueillir Audrey Le Boulec, donc, qui est enseignante-chercheuse au laboratoire de recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité, donc à l'université de Grenoble. Et donc, Audrey nous parlera de métabolomique par spectrométrie de masse et de réseaux moléculaires, et plus particulièrement, elle nous parlera d'un cas pratique dans l'étude de l'interaction hôte-microbe. Donc, on espère vous y retrouver nombreux. Merci à tous et à bientôt.